Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, si jamais je n'ai pas la même tenue ni la même couleur de cheveux que sur la miniature, c'est totalement normal. Cette vidéo que j'ai tournée, de base, je l'ai tournée hier, avant le petit changement capillaire. D'ailleurs, est-ce que vous aimez mon petit retour au noir? C'était pas prévu, juste mon coiffeur a déménagé et le temps que je trouve un nouveau coiffeur, je me suis dit bon, back to natural hair au final. La vidéo que j'ai tournée hier, je l'ai supprimée sans faire exprès. Vous imaginez pas à quel point j'étais dégoûtée. Donc je dois la retourner. Yes, c'est ça aussi le métier. Parfois tu fais n'importe quoi. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que soit vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube et du coup vous regardez un peu toutes mes vidéos, soit vous vous renseignez sur le SOPK. Et ça c'est bien. Comme il est dit dans le titre, nous allons parler du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, que l'on va appeler SOPK durant toute la vidéo parce que ça va être un petit peu relou de dire le nom en entier. Si vous ne savez pas ce que c'est, pas d'inquiétude, c'est limite normal parce que nous vivons dans une société patriarcale qui invisibilise un petit peu les maladies des femmes, même un petit peu beaucoup, et tout simplement ils s'en foutent un peu. Mais aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu éducative et elle me tient vraiment à cœur parce que je suis diagnostiquée du SOPK depuis 3 ans environ et je vous avais dit sur Insta que je voulais faire une vidéo dessus. J'ai hésité avant de faire une vidéo dessus parce que j'ai pas vraiment fait beaucoup de vidéos face cam un peu où on parle d'un sujet en particulier. Tout d'abord, qu'est-ce que le SOPK? Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une maladie endocrinienne qui touche près d'une femme sur 10. C'est quand même beaucoup. Et d'ailleurs, 70% environ des femmes qui souffrent du SOPK ne sont pas diagnostiquées, c'est-à-dire qu'elles souffrent dans le silence, sans même connaître la maladie, sans jamais avoir de diagnostic, parce que les femmes sont diagnostiquées beaucoup moins vite que les hommes dans absolument tout. Donc imaginez pour les maladies qui concernent les femmes. Elles sont pas diagnostiquées très rapidement. En fait, il s'agit d'un dérèglement hormonal qui se situe au cerveau et aux ovaires. Moi, je ne savais pas du tout avant de décrire le script de la vidéo que ça se situait aussi dans le cerveau, sauf que ça me paraît un peu logique avec tout ce que je vais vous raconter par la suite. Petit point culture, cette pathologie, elle a été découverte en 1935 par les chercheurs Stein, je sais pas comment on dit, et Leventhal. La maladie est aussi parfois nommée syndrome de Stein-Leventhal, mais honnêtement, j'ai jamais entendu personne citer la maladie de cette manière. Tout le monde dit syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK. Le SOPK, ça engendre un taux de testostérone élevé. La testostérone, c'est l'hormone principale chez les hommes. C'est ce qui fait qu'ils ont la voix grave, une pilosité, qu'ils ont une masse musculaire beaucoup plus importante. Nous, on produit la testostérone, qui fait partie de la famille des androgènes, mais en plus petite quantité. Eux, ils la produisent dans les testicules et nous, on la produit dans les ovaires. Sauf que les femmes atteintes du SOPK ont une surproduction qui crée différents symptômes que je vais vous citer juste après, ce qui complique énormément le quotidien des femmes SOPK. Alors, c'est une liste vraiment non exhaustive et sachez que c'est pas parce que vous avez le SOPK que vous avez automatiquement tous les symptômes. Moi, je n'ai absolument pas tous les symptômes et Dieu merci parce que j'en ai déjà beaucoup et ça me saoule. On a les cycles irréguliers ou l'absence totale de règles. Personnellement, je n'ai pas de cycle régulier depuis que j'ai mes règles, donc depuis mes 15 ans. Oui, je les ai eu un petit peu tard. Mes règles ne venaient jamais au même moment et ça m'arrivait des fois de ne pas avoir des règles pendant 2 mois, 3 mois. Aussi beaucoup de stress qui jouait, mais des fois juste j'étais pas forcément stressée et j'avais pas mes règles. On a l'acné que je n'ai pas, mais il y a beaucoup de femmes qui l'ont. La pilosité excessive, surtout en fait sur des zones dites masculines, moi je l'ai et je pense que c'est le symptôme qui me fait le plus souffrir. De toute façon, on va en parler juste après. Donc par exemple, tu as des poils au menton, au cou. Généralement, c'est vraiment au niveau du visage, dans le dos, sur les bras, sur le torse. Alors moi, c'est vraiment menton et cou. J'ai pas de forte pilosité ailleurs. Je trouve que j'ai une pilosité, genre très normale. Enfin, si vous voyez mes bras, j'ai pas forcément de poils. J'ai un duvet en bas du dos qui avant me complexait d'ailleurs et je le décolorais et j'ai complètement arrêté de le faire. Vraiment petite anecdote, fun fact par rapport à ça. Là je suis très contente que ça ne me complexe plus, mais à l'époque je me décolorais le duvet en bas du dos parce que j'avais très peur quand j'avais des relations intimes avec les garçons. J'avais peur que je sais pas, ils se moquent ou qu'ils trouvent ça dégueulasse. Avec les filles, j'avais aucun problème parce que les femmes en fait me sentent totalement safe. Mais avec les garçons, j'avais trop peur. Du coup, je me décolorais tout le temps. Quand je me suis mise en couple, quand je me suis posée avec mon cher mari, j'ai arrêté de le faire. Je crois que je l'ai fait la première fois où on s'est vu, quand on s'est rencontrés, et après je l'ai plus fait. Ça m'arrive genre d'avoir des
longs petits poils à ce niveau-là que j'essaye de pas toucher parce que j'ai peur du coup de provoquer d'autres poils. Et vous voyez un peu autour des seins, autour des tétons et tout, mais genre ils sont tout petits. Ou alors des fois il y en a un très long et j'avoue lui je m'amuse à l'enlever. Mais je devrais arrêter parce que ça peut stimuler la pousse, donc faut pas. Ah oui, et sur le ventre aussi ça arrive souvent. Moi j'ai des poils sur le ventre mais genre c'est un duvet. Non j'avais un peu genre une petite ligne, en vrai un peu comme tout le monde. Et j'ai fait l'erreur de raser le bas du ventre. Et du coup bah ces poils ils repoussent tout le temps, ils repoussent beaucoup plus foncé que les autres. Mais en vrai, je m'en tape, genre vraiment je m'en fous. En fait je le rase par habitude, mais des fois je le laisse. Et comme je montre pas mon ventre, je m'en fous. Et je pense que même si j'ai montré mon ventre, bah je m'en foutrais un peu. Je joue avec en plus, je les aime bien, c'est mes petits poils d'amour. Et il y a la résistance à l'insuline qui alimente énormément le SOPK. Moi je l'ai, la résistance à l'insuline, parce que j'ai le diabète de type 2 qui peut être provoqué à cause du SOPK quand le SOPK est tout simplement pas diagnostiqué assez rapidement, pas de suivi. Moi j'ai un diabète du coup. C'est super fini, je me tape 2 maladies en une. C'est cool. On a la fatigue chronique, mais c'est tellement un fardeau. C'est littéralement le fait d'être fatigué tout le temps. Chaque tâche que tu vas faire va te fatiguer. Par exemple là je suis crevée alors que sincèrement j'ai dormi 10 heures. Je dors en général entre 8 heures et 10 heures, voire 12 heures quand j'ai mes règles. Oui, le SOPK te crée de la fatigue chronique, donc tu es constamment fatigué. Nous ne sommes pas feignants, nous sommes juste fatigué et c'est très embêtant parfois d'être vu comme personne feignante parce que tu as besoin d'une pause après avoir fait la vaisselle ou avoir fait à manger. Oui, j'ai besoin d'une pause après pratiquement tout. Genre là j'ai fait ma coloration ce matin, ça m'a pris 1 heure et demie entre le fait de la faire, de la laisser poser et de la rincer. Ça m'a littéralement épuisée. Et en fait beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça et j'avais lu quelque chose. Ah oui, c'était ça que j'avais vu. Les médecins disent que pour comprendre la fatigue d'une personne atteinte d'une maladie chronique, comme le SOPK par exemple, une personne normale entre guillemets, donc quelqu'un qui n'a pas de maladie chronique, qui n'a pas de fatigue chronique, devrait rester éveillé pendant 3 jours d'affilée et essayer ensuite de fonctionner. C'est-à-dire essayer de vivre tout simplement, de faire tes tâches quotidiennes. Donc voilà ce qu'on ressent. J'espère que ça peut vous donner une petite représentation, mais c'est compliqué. C'est pour ça que genre je pète un câble, genre littéralement si on me reproche d'être fatiguée. Je sais que des fois c'est un peu maladroit, maintenant il le fait plus, mais Dylan, ça lui arrivait parfois de me dire mais t'as besoin de faire une pause là, t'es déjà fatiguée? Oui, je suis déjà fatiguée. Et si tu me reproches que je suis fatiguée et que je fais une pause, je vais péter un câble. Genre vraiment, on s'est déjà embrouillé pour ça. Mais ça va, maintenant il a compris. Éduquez-vous les hommes. Éduquez-vous s'il vous plaît, parce qu'on en a marre de le faire à votre place. On a la perte de cheveux. Enfin, littéralement, c'est très explicite. Hein. Tu perds tes cheveux. Avec la testostérone qui rentre en compte, souvent les hommes, c'est ceux qui ont plus facilement de calvitie. Donc, nous, avec le SOPK, bah, on se tape une grosse perte de cheveux. Personnellement, à une période, j'ai eu énormément de trous. J'ai perdu énormément de masse de cheveux. J'ai même perdu mes boucles. Je commence à un peu récupérer, mais c'est pour ça que vous voyez que genre, j'ai pas beaucoup de cheveux là, par exemple. J'ai une raie qui est très claire. Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais elle est pas très remplie de cheveux. Pas énormément de cheveux non plus sur les côtés. Genre si je me fais des queues de cheval, etc. Je pense que vous avez déjà pu voir dans certaines de mes vidéos. Ou si vous me suivez sur mes autres réseaux assidûment. Les ovaires d'aspect multifolliculaire. Difficulté à tomber enceinte qui fait souffrir énormément de femmes. Parce que il y a beaucoup de femmes, bah, leur projet de vie, c'est littéralement d'avoir des enfants. Et le SOPK ne te rend pas complètement infertile dans le sens où tu ne peux pas avoir d'enfants. Beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que une femme qui n'est pas atteinte du SOPK peut avoir un enfant assez naturellement sans trop se compliquer. Mais il y a des femmes qui essayent pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 12 ans. J'ai lu le témoignage d'une femme qui avait essayé pendant 12 ans jusqu'à avoir son premier enfant. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, c'est quelque chose qui me stresse honnêtement. J'ai que 21 ans. Depuis que j'ai le SOPK, ça m'angoisse. Genre, je m'angoisse d'avance sur le fait d'avoir la possibilité ou non d'avoir un enfant. Après, je vais pas vous mentir. À la base, je voulais pas d'enfant. Ensuite, j'ai décidé de vouloir adopter. Maintenant, je suis plus sûre de vouloir adopter parce que bah il y a beaucoup de personnes qui disent que l'adoption c'est pas forcément bien, en tout cas l'adoption à l'étranger, ce qui est vrai, mais c'est très dur d'adopter en France parce qu'il y a très peu d'enfants pour énormément de demandes, enfin bref. Du coup je m'étais dit oh bah je vais faire un enfant naturellement, je vais essayer, sauf que maintenant je sais pas réellement si je veux un enfant, enfin c'est compliqué parce que en tout cas je sais que j'en veux pas maintenant et je pense que potentiellement j'en voudrais dans les 29-30 ans, mais le problème ce qui me stresse c'est que si je me dis que j'essaye de faire un enfant à 30 ans et je sais pas que ça me prend 5 ans, imaginons, et bah je me dis que j'aurai 35 ans
ans et genre j'ai l'impression que dans ma tête 35 ans c'est trop tard. Voilà, c'est juste ma pensée personnelle, hein, c'est pas du tout le cas, vous faites des enfants n'importe quel âge, mais en fait ça me stresse énormément du coup. Et du coup j'ai peur de tellement stresser mon corps qu'au moment où je voudrais un enfant, genre je vais pas y arriver. Il y en a qui pourraient dire que c'est un peu idiot de stresser par rapport à ça. Je pense que toute personne qui veut un enfant en vrai se sentirait très très angoissée. J'essaye sincèrement de pas trop me stresser. Là ça va mieux, mais il y avait vraiment des périodes où vraiment j'avais envie de pleurer tellement j'étais en mode mais genre ça se peut je vais pas pouvoir avoir d'enfants et si j'en veux genre je fais comment. On a la dépression, le stress, l'anxiété, la baisse de libido. Pour ce qui est dépression, stress, anxiété, c'est tout le temps présent. Moi j'ai été en dépression pendant longtemps, pendant 5 ans. Le psychologue m'a dit que j'avais été guérie il y a 2 ans, mais quand t'as été en dépression encore une fois c'est toujours un peu là, il suffit d'un événement pour redéclencher, pour retomber dans la maladie. Mais après ce que j'ai, vu que j'ai des troubles psychologiques, j'ai toujours des états dépressifs à certaines périodes, surtout quand je suis dans ma phase de SPM avant mes règles, donc le syndrome prémenstruel. C'est là que j'ai des gros états dépressifs où littéralement je veux disparaître, voilà. Et pour la faible libido, ça dépend totalement des femmes. Moi c'est pas quelque chose que j'ai, je vais pas vous mentir, parce que j'ai un trouble de l'hypersexualité. J'en ai déjà parlé. J'ai d'ailleurs fait un podcast avec une autre créatrice de contenu. Je l'ai fait avec Juliette. Petit sucre, Juliette, si tu passes par là. Comme je vous disais, le SOPK c'est la première cause d'infertilité chez la femme. Le dérèglement hormonal, il peut perturber les cycles menstruels jusqu'à avoir une absence totale de règles, qu'on appelle d'ailleurs aménorrhée. D'ailleurs, dans SOPK, c'est syndrome des ovaires polykystiques, et même si le terme ovaire polykystique est mentionné, en réalité il n'est pas forcément correct parce que pendant longtemps les médecins ils pensaient voir des kystes à l'échographie, mais en réalité ce sont des follicules. À savoir que cette pathologie est chronique, donc le SOPK ne se guérit pas. Voilà, si jamais vous entendez des personnes dire qu'ils guérissent du SOPK, ce n'est pas vrai. Il n'existe pas de traitement. C'est une maladie chronique qui suivra jusqu'à ce que tu meurs en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posaient la question de ah mais du coup est-ce que ça disparaît à la ménopause? Non, ça disparaît pas. C'est le diable. J'ai déjà vu des femmes sur TikTok dire oui moi j'ai plus mon SOPK, il a disparu et tout. Pourquoi tu mens? C'est pas parce que tes symptômes se sont atténués, voilà, t'arrives à gérer des petites choses, je sais pas, t'as plus de pilosité, des trucs comme ça, ou je sais pas, hein, que t'as plus ton SOPK. Faire disparaître certains symptômes ou les atténuer, ce n'est pas faire disparaître la maladie. Et ça, c'est dommage de dire des choses comme ça sur les réseaux parce que du coup, ça donne de l'espoir à des femmes alors qu'il n'y a pas à avoir d'espoir sur le fait de traiter le SOPK et le faire disparaître. Il peut pas disparaître. Et ça, faut l'accepter déjà. L'acceptation, c'est la première étape. Le SOPK, ça a d'ailleurs une forte composante héréditaire, c'est-à-dire que 60 à 70% des filles qui ont une mère atteinte du SOPK ont également le SOPK. Ou en tout cas, elles développent des symptômes similaires et du coup, bah, il y a forcément un diagnostic par la suite. Ça, même s'il n'y a pas de gène SOPK qui a été identifié. Moi, personnellement, je ne sais pas du tout si ma maman a le SOPK parce qu'en fait, on pourrait dire qu'elle a certains symptômes, mais ça peut être aussi des symptômes liés, je sais pas, à des troubles psychologiques, au niveau de la santé, à l'âge, etc. Elle n'a pas de diagnostic, elle n'a jamais cherché à savoir, même si elle s'est peut-être déjà posé la question. Mon SOPK, je ne sais pas s'il vient tout simplement juste de moi, qu'il a été créé dans mon corps ou si bah il vient de ma maman. Je n'aurai jamais la réponse. Mais c'est bon à savoir aussi que c'est héréditaire la plupart du temps. Comment on prend en charge le SOPK? Ce n'est pas parce que c'est une maladie qui reste toute ta vie qu'il faut pas la prendre en charge et qu'il faut pas avoir un suivi. Alors la plupart du temps, tu te fais diagnostiquer de ton SOPK par ton gynécologue ou ton endocrinologue. C'est important de pas juste faire une échographie parce que c'est quand même nécessaire de faire des prises de sang pour réellement voir si c'est le SOPK et si c'est pas une autre maladie hormonale. Et la plupart du temps, la gynécologue va te proposer la pilule comme solution un petit peu miracle pour mettre en pause tout simplement ton cycle, parce que quand tu mets en pause ton cycle menstruel, bah tu n'as pas forcément de symptômes ou alors tu n'as pas forcément tous les symptômes du SOPK. Dans mon cas, à moi, j'ai pas voulu cette option là. Je suis un peu une anti-pilule maintenant. Enfin, vis-à-vis de moi, pas vis-à-vis des gens. Les gens font ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, c'est votre corps. Si vous voulez prendre la pilule, prenez la pilule. Si vous voulez pas prendre la pilule, ne prenez pas la pilule. Moi, j'ai eu la pilule de mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans et j'ai décidé de l'arrêter parce que, en fait, à la base, je n'étais pas encore diagnostiquée du SOPK quand j'ai décidé de l'arrêter. À la base des bases, je pensais que le mélange de mes antidépresseurs et anxiolytiques que j'avais
j'avais durant ma dépression plus ma pilule m'avait fait prendre énormément de poids. Peut-être que ça a créé un mauvais mélange et que ça a accéléré la prise de poids, mais en réalité c'était pas du tout la faute de la pilule, mais c'est surtout aussi parce que j'avais le même partenaire tout le temps et que ça me saoulait en fait de prendre la pilule par contraception alors que j'étais mariée et que je ressentais tout simplement juste plus le besoin d'avoir une pilule. Donc voilà, il y a des gens, ils arrêtent la pilule pour X ou Y raison. Moi c'était par rapport à ça, par rapport au SOPK. Pourquoi je tiens mon mur, je sais pas. Du coup voilà, moi personnellement, quand la gynécologue m'a proposé une pilule, notamment pour la pilosité, en me disant ah oui ça va diminuer tes poils etc, j'étais en mode non, je veux pas, parce que peut-être ça va diminuer un symptôme, mais ça peut peut-être accentuer l'infertilité, accentuer la prise de poids, ou j'en sais rien. Et en fait, j'étais en mode, j'ai pas envie de mettre en pause un symptôme pour en accélérer d'autres. Et puis même, en fait, juste, je voulais plus de pilule, ça me saoulait. Donc j'ai décidé de dire non à la pilule. Sinon, on a aussi l'approche naturelle qui, moi, personnellement me convient beaucoup plus. Tout d'abord, on a tout ce qui est alimentation. L'alimentation, ça a un rôle vraiment clé par rapport à ton SOPK. Tout ce que tu vas avaler va avoir un impact sur ton corps et ton cycle menstruel. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est super important de comprendre son cycle menstruel, de se renseigner en tant que femme. Moi, j'ai commencé vraiment limite en fait savoir que j'avais un cycle menstruel en 2025. Je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs phases, la phase folliculaire, l'ovulation, la phase menstruelle, etc., etc. Je n'étais pas au courant en fait de tout ça et je ne savais pas qu'en réalité, vivre avec son cycle, ça pouvait nous aider déjà en tant que femme et nous aider si on avait une maladie hormonale. Donc l'alimentation a un rôle clé. Souvent on parle d'une alimentation anti-inflammatoire que j'ai déjà essayé de mettre en place et en vrai je m'inspire un petit peu de l'alimentation anti-inflammatoire pour éviter d'accentuer des symptômes, d'accentuer ma pilosité, d'accentuer mes gonflements. Souvent moi mon ventre il est gonflé en fait parce que je mange pimenté ou je sais pas je vais manger gras ou etc. Après à savoir que j'ai des TCA donc c'est très compliqué pour moi le sujet de nourriture, je me nourris pas beaucoup et c'est pas forcément en fait quelque chose de volontaire, c'est juste j'ai du mal à manger et en plus de ça j'ai un problème avec les textures, les goûts etc, mais j'essaye de manger équilibré, c'est-à-dire que bon s'il y a des périodes où ça va pas et que j'arrive pas à manger, voilà, en ce moment ça va, je mange, je dirais pas que je mange assez mais je mange, mais du coup je mange principalement équilibré. Si j'ai envie de manger des choses sucrées, je me l'autorise, je fais pas du tout l'alimentation zéro sucre etc. Moi c'est quelque chose qui m'angoisse, c'est pas adapté pour moi, mais vous faites ce que vous voulez. Par exemple l'alimentation anti-inflammatoire, elle est pas conseillée à tout le monde. Hygiène de vie stable, c'est-à-dire prendre soin de toi, activité physique, pas forcément faire du sport, mais c'est conseillé quand même de faire du sport quand t'as le SOPK. Faire du sport doux, de la musculation, tu peux faire du sport, vraiment du sport un peu intensif, faut juste que tu vois si c'est adapté à ton corps et que ça, tu sais pas, ça te stresse pas. Tu peux, moi je fais de la musculation, je fais juste pas de sport quand j'ai mes règles, ça c'est finito. Bien dormir, c'est extrêmement important, on prend pas toujours en compte que le sommeil a vraiment un impact. Moi je dors, mais moi je dors, vraiment je dors, il me faut au minimum 8 heures de sommeil et la plupart du temps j'ai au moins 9 heures de sommeil, voire 10. Je suis pas du tout quelqu'un qui va se coucher tard. Après moi j'ai la chance, je suis extrêmement privilégiée, c'est-à-dire que je peux choisir un peu mon emploi du temps, enfin je choisis mon emploi du temps parce que je suis auto-entrepreneuse, j'ai un taf où je suis genre ma patronne en fait, je suis pas salariée quelque part, je dois pas me lever à une heure précise, c'est-à-dire que si j'ai mes règles et que j'ai envie de me lever à 10h, je me lève à 10h et je dors autant que je veux. Très important pour moi de dormir pour être en forme et fonctionner comme il faut pour mon taf, mais généralement j'essaye de me lever quand j'ai pas mes règles entre 8h et 8h30, max 9h. Je pense qu'en général je me couche entre 22h et 23h. Si tu dors pas assez, ça peut impacter tes symptômes, ça peut par exemple impacter ta prise de poids, augmenter ton taux de cortisol, etc. Et prendre soin de soi de manière générale, c'est aussi se faire plaisir. À la maison, t'es là, tu fais tes petits soins, te poses, tu lis. Faut pas tout le temps être dans un rythme travail. Il faut savoir aussi trouver des temps calmes. Ça fait partie de ton hygiène de vie, c'est hyper important, sinon ton corps il est en mode survie. Ensuite, il y a les compléments alimentaires que moi je prends personnellement depuis début septembre. C'est pas du tout obligatoire, mais en fait, comme j'ai décidé de ne pas prendre la pilule, il me fallait quand même un soutien qui me rapporte de l'équilibre dans mon cycle menstruel. J'ai décidé de me tourner vers une marque qui s'appelle Sova, c'est pas du tout un sponsor. Cette marque du coup est à la base destinée aux femmes SOPK, mais maintenant je crois qu'ils se tournent un peu plus dans quelque chose de plus général et donc ils veulent juste s'adapter un peu à toutes les femmes. Je suis désolée parce que je dis beaucoup les femmes et j'ai pas du tout genre envie d'exclure certaines personnes, c'est juste
un tic de langage, mais je veux dire toutes les personnes qui ont leurs règles et ou toutes les personnes qui ont un cycle, voilà. Je veux pas du tout exclure des gens quand je parle. Et donc, moi j'ai commencé à prendre leur complément SOPK. Du coup, ça te crée un cycle régulier et ça a vraiment marché très très rapidement. Ensuite, ça te baisse ton taux de testostérone, très important pour moi pour éviter d'avoir plus de poils, etc. Ça te soutient au niveau du stress, ça te diminue le stress et puis ça fait d'autres choses, mais je saurais pas tout vous citer, mais en tout cas, c'est un soutien en plus. C'est pas là pour genre traiter tes symptômes et te les faire disparaître ou quoi. C'est juste un soutien en fait pour trouver un équilibre. Au niveau des suivis, comme je vous ai dit, quand on a le SOPK, c'est important d'avoir un suivi avec un gynécologue, un endocrinologue et de faire des prises de sang régulières. Pourquoi? En fait, pour savoir ce qui se passe dans ton corps, pour savoir si je sais pas ton taux de cortisol il est trop haut ou ta résistance à l'insuline ou je sais pas trop quoi. Si tu fais pas de prise de sang, on connaît pas l'évolution. Moi, j'ai fait une prise de sang dernièrement, mais je n'ai pas mes résultats parce que j'ai des médecins de merde. Voilà. Mon endocrinologue, j'ai juste envie de me casser et de ne plus l'avoir parce que j'ai l'impression il s'en bat les couilles de moi. Je dois limite le harceler pour avoir des réponses. Du coup, j'espère vraiment pouvoir changer d'endocrinologue et potentiellement peut-être prendre une femme parce que c'est un homme. Est-ce que ça me choque? Non. Après, mon médecin traitant est très cool. Ma gynécologue, qui est pourtant une femme, est un peu space. Et aussi, il y a certaines femmes qui se tournent vers un suivi un peu genre naturel, un peu un suivi doux, je sais pas comment expliquer. Moi j'ai entendu parler des naturopathes, je savais pas ce que c'était avant, mais il y a des femmes SOPK qui vont voir des naturopathes. C'est des personnes qui vont vous apporter un certain équilibre et un suivi supplémentaire qui n'est pas du tout obligatoire quand tu as le SOPK mais qui est juste bien. Elle peut t'aider à adapter ton alimentation, à te faire une petite routine sommeil, une petite routine quotidienne. Elle t'écoute, elle te conseille, elle t'aide à réduire les pics de glycémie, à diminuer certains symptômes aussi. Elle peut te conseiller certaines plantes. En fait, voyez ça comme une psy, entre grosses guillemets, pour votre corps. Genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas du tout comme une gynécologue ou un endocrinologue, etc. Elle va vraiment être là, elle va prendre tout en compte, elle va t'écouter, elle peut aussi t'apporter un certain soutien psychologique, même si c'est pas son rôle, mais en fait, le fait de t'écouter et de te créer des petites choses en fonction de toi, en fonction de tes préférences, bah ça peut aussi t'apporter un certain soutien psychologique, mais je conseille quand même d'avoir une psy. Elle peut t'aider à gérer le stress avec des exercices respiratoires, de relaxation, etc., etc. Vraiment une naturopathe, moi je songe à en voir une, mais je m'étais un peu renseignée au niveau des tarifs. Voilà, c'est un petit prix, je suis jeune, voilà, l'argent il n'est pas toujours présent, donc on y va petit à petit. Mais si vous avez la possibilité financièrement, n'hésitez pas, parce que je pense pas que ça soit remboursé, ou alors peut-être une partie, je n'en sais rien, mais en tout cas si vous avez la possibilité, renseignez-vous. On va un petit peu parler de l'impact psychologique du SOPK parce que souvent on aborde le côté physique, symptômes physiques, mais le côté psychologique est énormément impacté. Je vais vraiment vous parler de mon expérience personnelle. Je ne parle pas du tout au nom de toutes les femmes SOPK, hein, je tiens à le préciser. Mais avec cette maladie, la plupart du temps, je ne me sens pas comme une femme. Mon rapport à la féminité, est assez compliqué. Je sais que la féminité, ça veut tout et rien dire et que c'est des critères souvent qu'on t'impose dans la société, mais voilà. Écoutez, on est dans une société patriarcale, donc forcément je suis touchée par ce genre de choses. Et bah souvent, des fois, j'ai l'impression que le fait que je ne réponde pas à certains critères me rend moins femme, notamment par exemple au niveau de la pilosité, qui est le symptôme qui me fait le plus souffrir. C'est dur parfois de tout simplement me regarder sans me dégoûter dans les périodes où j'ai des poils, où je suis gonflée, où j'ai des trous dans les cheveux, etc. Je me sens dégoûtante alors que je ne le suis pas, mais c'est comme ça que je me sens parce que la société me fait me sentir comme ça vu que je ne réponds pas aux critères. Ça me rend vachement triste, ça a énormément impacté mon état psychologique, ça a impacté ma confiance en moi, la vision que j'ai de moi. Depuis petite, on nous impose des critères liés à la femme et ne pas pouvoir y répondre à cause d'une maladie, ça complique énormément et je sais que en soi, ce ne sont que des critères faits par les hommes, mais voilà, c'est plus fort que moi, c'est compliqué. C'est handicapant en fait dans mon quotidien parce que par exemple je dois prévoir mes sorties en fonction de je sais pas si j'ai des poils ou non. Là j'ai mes poils qui repoussent donc je vais aller faire mon électrolyse dans 2 jours. Si je n'ai pas de rendez-vous électrolyse et que j'ai vachement de pilosité au niveau du cou et du menton et que ça se voit parce que ça se voit, je ne me sors pas de chez moi en fait. Je peux pas sortir, je peux pas voir des amis, ça impacte mon travail, je peux même pas tourner des vidéos donc faire mon travail, gagner mon argent parce que physiquement c'est pas possible
possible pour moi de montrer comme ça. Et les gens qui ne comprennent pas diront oh mais enfin fais-le quand même, c'est toi en fait qui t'emprisonne et qui le fait pas. C'est juste psychologiquement et physiquement extrêmement dur. On n'a pas tous la force de se montrer avec nos plus gros complexes. Il y a des femmes qui ont le SOPK qui en souffrent mais qui se montrent en fait avec leurs poils, qui font des vidéos etc. Moi je n'ai pas cette force là et je respecte énormément les femmes qui l'ont. Moi j'ai pas envie parce que moi je ne suis pas à l'aise avec ces poils. J'ai par exemple la chance de faire de l'électrolyse par rapport à mes poils. Il y a des femmes qui n'ont pas la chance de faire de l'électrolyse parce que ça coûte extrêmement cher. C'est vraiment un budget. Et en plus, en fonction de ta pilosité, bah ça sera pas le même budget qu'une autre femme. Moi, j'ai beaucoup de poils. Le SOPK n'est pas une maladie qui est reconnue. C'est-à-dire que tu n'es pas remboursé. Tout doit être payé de ta poche. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais entre compléments alimentaires, électrolyse, traitement, par exemple pour les cheveux, etc. Tout ça, c'est payé de ta poche et ça coûte super cher. Vraiment, c'est un budget. Et tout le monde n'a pas la possibilité. Donc, il y a des femmes qui sont encore plus handicapées que d'autres. Mes symptômes à moi, ils sont apparus très rapidement. Ça s'est en fait enchaîné. Il y a 4 ans, j'ai eu un choc émotionnel après une rupture. J'ai été à l'hôpital parce que j'ai fait une petite bêtise. En fait, j'étais en dépression. Voilà, j'étais trouble. Donc, j'ai voulu disparaître littéralement. Quand j'ai été à l'hôpital et que j'y suis restée pendant 3-4 jours, après ça, tous mes symptômes du SOPK sont genre apparu, genre tout s'est déclenché. Mes cheveux, j'ai commencé à en perdre, mes boucles ont commencé à disparaître littéralement. À la base, j'avais des grosses boucles, elles étaient en train de crever, genre les boucles disparaissaient, je pouvais faire tous les produits que je voulais, ça ne fonctionnait plus. Je perdais énormément de cheveux, j'ai commencé à avoir des poils qui apparaissaient de plus en plus, genre c'était plus un duvet que j'avais, c'était genre vraiment des poils quoi. J'ai commencé à prendre du poids. Au début, je le voyais pas du tout. Et en 1 an, j'ai pris plus de 10 kilos et je l'avais pas remarqué parce que je me pesais plus. Et c'est ma mamie qui a fait remarquer à mon père que j'avais grossi. Bon écoutez, je vais pas lui en vouloir, c'est une mamie quoi. Il l'a traduit parce qu'en gros ma mamie elle parle pas français, elle parle portugais. Et genre en fait j'étais en mode elle trouve que j'ai grossi. Et je crois que je suis allée me peser genre vraiment en fin de journée et j'ai vu mes plus de 10 kilos que j'ai pris. Et j'étais en mode, j'étais choc barre. Et après j'ai encore pris encore plus de poids. J'ai découvert ensuite mon diabète parce qu'en fait je me posais énormément la question de si j'avais un diabète vu que dans ma famille il y a du diabète. J'avais énormément envie de faire pipi tout le temps et mon papa il me disait mais tu sais que souvent les personnes diabétiques elles font beaucoup pipi genre. Et du coup moi j'étais en mode haha peut-être que j'ai le diabète. L'endocrinologue qui m'appelle pour m'annoncer que j'ai un diabète, ça c'était vraiment la goutte de trop. J'étais en mode waouh. Et à ce moment-là, j'avais pas conscience en réalité que ça pouvait impacter mon diabète en plus de mon SOPK. Enfin, en fait, le mélange, j'avais pas conscience de la souffrance que j'allais subir. Je pense que j'avais comme le SOPK, mais en mode silencieux, tu vois, genre les symptômes étaient pas forcément voyants. En tout cas, j'ai appris que j'avais les deux et à ce moment-là, ma vie elle a totalement changé parce que j'ai dû réapprendre à vivre avec un nouveau quotidien, avec des maladies que je ne connaissais pas parce que moi, le SOPK, je n'avais aucune connaissance. C'est une abonnée qui m'avait parlé du SOPK. Quand j'ai été diagnostiquée par ma gynécologue, je vous ai dit qui est assez space, elle m'a fait une échographie, elle m'a dit « Oh, oui, tu as le SOPK ». Elle ne m'a même pas expliqué ce que c'était, elle ne m'a même pas fait de papier littéralement. Elle m'a juste dit que j'avais un SOPK. Imagine juste, on t'annonce, je sais pas, que t'as un cancer et qu'on t'explique pas c'est quel cancer et on t'explique pas ce que ça te provoque et ce que... Enfin, ça n'a aucun fucking sens. Genre, j'étais en colère quand je suis sortie du rendez-vous parce que j'étais en mode, mais c'est quoi, genre, ça... Enfin, je savais un petit peu ce que c'était parce que voilà, j'avais vu quelques témoignages, mais en soi, je savais pas ce que ça allait me provoquer plus que ça et ce que ça provoquait déjà dans mon corps. L'impuissance et la solitude face à ça était horrible parce que tu dois tout apprendre toute seule, tu dois tout chercher toute seule, genre personne ne t'explique rien, tout le monde t'abandonne parce que déjà t'es une femme, t'es pas un homme, donc ils ont strictement rien à foutre de ta putain de santé et tu dois juste tout apprendre toute seule, genre tes médecins ne t'en parlent pas et je trouve ça fou quand même. Et en plus quand t'as un entourage qui sait même pas ce que c'est et c'est pas leur faute parce que on nous explique pas ce que c'est, on nous l'apprend pas, tu te sens encore plus seule. J'ai vu mon corps changer, j'ai vu mon état psychologique changer. Depuis 2025 ça va un peu mieux, enfin, c'est pas top hein. Il y a toujours des trucs qui sont horribles, mais comme je comprends beaucoup plus ma maladie, que je comprends mon cycle, que j'ai mis en place certains traitements genre électrolyse, alimentation, sport, etc. Il y a des choses qui se sont atténuées, mais je me sens toujours seule en fait face à ça. En réalité, mon suivi médical, il est pas tip top. C'est pour ça que je veux changer de médecin absolument, parce que je me sens vraiment délaissée par mes médecins qui n'en ont rien à foutre de ma santé. C'est un peu anxiogène, genre de devoir tout prendre en compte, parce que tout peut avoir un impact, que ce soit ton alimentation, ton sommeil, l'entourage, ton rythme de vie. Et c'est pour ça que je fais en sorte de vraiment faire comprendre à mon entourage
ce que j'ai à mes parents, à mon mari, pour que eux aussi ils s'adaptent en fait et qu'ils ne me laissent pas toute seule, genre qu'ils comprennent, ne serait-ce qu'au moins le côté alimentation en fait, c'est vraiment déjà le minimum, et aussi bah tout ce qui est autour du côté psychologique, mon état mental, surtout que moi j'ai des troubles à côté, c'est un peu plus difficile à gérer. On commence à parler un peu plus du SOPK aujourd'hui, mais c'est vraiment minime, hein. C'est juste un petit pas, c'est déjà un petit pas, mais il y a encore plein de femmes qui ne connaissent pas le SOPK, il y a encore plein d'hommes aussi qui ne connaissent pas. Ça serait bien de faire des sensibilisations dans des écoles pour permettre aux femmes de se faire diagnostiquer plus tôt, de savoir aussi tout simplement ce que c'est le SOPK, même sur l'endométriose, etc. Et aussi permettre aux hommes d'aider les femmes de leur entourage, que ça soit leur mère, leur sœur, plus tard leur chérie ou des amis. En fait, c'est super important, c'est pas que aux femmes de s'informer. Mais voilà, déjà les sensibilisations dans les écoles, ça sera un grand pas, parce que bon, c'est très bien de nous expliquer comment on fait des enfants et comment on met une capote, c'est extrêmement important, mais aussi beaucoup d'autres choses à dire. Et je trouve que genre parler du fait que les femmes elles ont leurs règles, mais de pas expliquer un putain de cycle menstruel, et parler des maladies comme l'endométriose, le SOPK, le lipodème, etc. Enfin, s'il vous plaît, on est en 2026, j'aimerais que des efforts soient mis en place dans les écoles, je n'en peux plus. Pour conclure la vidéo sur quand même une note positive, sachez que si vous souffrez du SOPK, vous n'êtes pas seul. C'est dur, que ça soit n'importe quelle maladie hormonale, mais essayez de voir le positif, il y a des avancées, les gens commencent à en parler et c'est vraiment une très bonne chose. Il y a des pétitions qui sont mises en place pour que le SOPK soit reconnu, etc. En fait, je trouve que ça commence un peu à bouger pour les femmes, même si bah c'est jamais assez et qu'on a l'impression que c'est toujours trop lent. Mais il faut essayer de prendre les choses positives. Entourez-vous de personnes qui font attention à vous, qui vous comprennent. Et si jamais j'ai fait des bêtises ou que j'ai été maladroite dans certains mots ou sur certaines informations, parce que bah je suis pas médecin et que je peux faire des erreurs, même si bah je me suis renseignée, même si j'ai mon script à côté de moi, on sait jamais. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à témoigner aussi sur comment vous vous sentez, parler de voilà de comment ça va avec le SOPK, etc. ou quoi. Enfin, vous avez un espace libre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me suivre sur mes autres réseaux, notamment mon Instagram. Vous avez tout en description et vous avez aussi les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo. Bisous!